Voilà, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. On l'a dit aujourd'hui qu'on va faire en compagnie de Dr Touré Hamidou, on le rappelle, un analyste du discours médiatique. Ça, c'était en train de nous échapper, il faut bien rappeler. Dr Hamidou, bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être avec nous. On fait un coucou à Dr Topé également. Et avec vous aujourd'hui, Dr Touré, on va aborder 6 sujets. Le premier, on l'a dit, on ne pourrait commencer sans évoquer ce sujet-là. C'est la rentrée parlementaire 2025 qui s'est tenue hier. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a lancé un message fort relatif aux élections présidentielles d'octobre 2025. Oui, naturellement, c'est un appel à la maturité politique et à la paix. Oui. Vous savez que dans son discours, déjà, il a situé les enjeux de l'élection présidentielle. Et pour ce faire, il appelle les uns et les autres parce que pour lui, c'est un texte de la maturité politique en Côte d'Ivoire. C'est bien. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il commence son discours et c'est important. Il faut interpeller les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des enjeux, mais en même temps, il faut que nous comprenions que c'est un texte pour montrer que nous sommes devenus matures politiquement, qu'on ait des élections apaisées. Et justement, élections apaisées sur lesquelles il a insisté. Voilà, vous l'avez dit, il a invité tous les acteurs politiques et partant toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à justement mettre bas la terre et surtout ne garder qu'un seul objectif en tête, c'est celui de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Oui, à cet effet, il a même invité également les élus, voilà, qui sont donc des garants de la cohésion et de la paix dans leur département, à donner l'exemple, à être des modèles de préservation de la cohésion sociale et de la paix. Justement, des modèles à travers leurs interventions publiques et surtout par rapport aux actes qu'ils posent aussi. Oui, parce que, vous savez, la parole publique est une parole assez sensible souvent. Et donc, si on n'arrive pas à canaliser cette parole-là, on peut, à un moment donné, charnière d'un discours, sortir des mots qui peuvent entraîner ce que nous avons déjà vu dans ce pays. Et donc, il faut une éthique du discours public. C'est bien cela. Et bon, Dr Touré Hamidou est bien placé pour en parler. Et justement, à cette occasion aussi, on a vu la diplomatie parlementaire ivoirienne qui vraiment a déployé ses ailes à travers la présence de nombreux représentants de parlements étrangers. Pour Adama Bitogo, le fait d'inviter tous ces parlementaires, ces pairs d'Afrique, de la sous-région, c'était une façon pour lui de montrer que la diplomatie parlementaire, si je peux ainsi m'exprimer, joue un rôle stratégique. Et cela va permettre à un moment donné à cette diplomatie de veiller à la démocratie, à l'application de la démocratie et de la paix au plan régional. Et c'est important. Et justement, on a vu les interventions des représentants des assemblées nationales du Sénégal, du Nigeria, du Ghana, du Bénin. Du Bénin. Oui. Vous voyez déjà que c'est un début, c'est la CEDEAO, ça. Oui, justement, CEDEAO, justement, sur laquelle on avait traité différents sujets qui n'étaient pas toujours des sujets où il y avait l'entente cordiale entre tous les pays. Et puis, justement, il a dit aussi que l'unité et la responsabilité doivent être de mise face aux défis de notre région, en parlant toujours de diplomatie parlementaire. Oui, vous savez que surtout notre sous-région, il y a le défi sécuritaire qui provoque. Et donc, une déflagration dans un pays donné est une porte ouverte, naturellement, à l'insécurité. Et surtout, cette insécurité qui vient de l'AES, c'est le djihadisme. Et donc, avoir, j'allais dire, ces théories sur votre territoire, c'est difficile. C'est éprouvant parce qu'en même temps, ça désorganise tout. L'économie est à plat, la perte en vies humaines, enfin, c'est un dégât, c'est un chaos. Et justement, la Côte d'Ivoire qui accueille de nombreux réfugiés au nord de la Côte d'Ivoire, des réfugiés qui viennent, comme vous l'avez cité, de certains pays de l'AES, Mali et Burkina. Principalement, c'est eux-là qui sont en proie aux attaques des terroristes. Les terroristes, oui. Et bon, naturellement, pour l'instant, en tout cas, nos forces de l'ordre et de défense arrivent à contenir cette invasion. Donc, vous comprenez toujours pourquoi il y a des grincements de dents du côté septentrional de la Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire aussi qui offre le gîte à ses frères. Oui, absolument. Il y a un programme qui a été déployé pour les accueillir, dans des localités du nord de notre... Malgré tout, ça n'empêche pas que les uns et les autres puissent revenir, entrer et sortir. Et donc, nous veillons au grain.
pour préserver notre paix. Et donc aussi, c'est un appel face à... C'est important quand même ce discours du PAN, parce que il faut comprendre qu'il y a une nécessité de préservation de la paix, de la tranquillité, et parce que tout ceci aussi permet les performances économiques. Voilà, et parce qu'il a parlé de résilience économique dans son discours, et c'est important. Bon, allez, docteur Hamidou, on referme ce sujet relatif à la rentrée parlementaire 2025 et on parle d'un autre qui, lui, s'intéresse aux jeunes. Le programme national de stage qui a été lancé hier par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Et ce programme va permettre d'offrir des opportunités à 142 000 jeunes ivoiriens. Ah oui, ce sont des jeunes gens diplômés, diplômés qu'on va mettre en stage. C'est bien cela. Un stage au sein, en immersion dans des entreprises, l'apprentissage, etc. Et puis une reconversion, parce qu'on peut sortir avec une licence de l'enseignement supérieur, mais est-ce que c'est adapté au marché de l'emploi? Et donc, pour essayer de juguler la crise de l'employabilité, il y a donc ce stage qui va permettre aux jeunes d'aller se frotter au monde du travail et à partir de là, ils cherchaient à s'insérer. Et justement, ces jeunes-là, pour lesquels souvent dans les entreprises, on demande de l'expérience et qui ne l'ont pas toujours, donc c'est l'un des objectifs de ce programme national de stage aussi. C'est justement, le stage, il est important. Après la théorie, on va sur le terrain et on essaie de se confronter aux réalités du terrain. On apprend les ficelles du métier et donc cela te permet d'avoir de l'expérience et une qualification supplémentaire par rapport à ton stage qui peut te permettre de t'insérer facilement. Et donc 142 000 jeunes qui ont été ciblés par le ministère de la Jeunesse, qui pilote ce projet et qui vont bénéficier de cette opportunité. Il faut le dire aussi qu'en amont déjà, il y a, ce programme existait. Ça permet aux jeunes gens d'être déjà en stage, etc., d'expérimenter aussi la reconversion. Et même, ils ont des primes de stage qui leur payent, donc, qui étaient vraiment des primes qui permettaient de les inciter à venir et à travailler. Et ce programme-là, donc vous l'avez dit, qui était déjà déployé à travers l'Agence Emploi Jeunes, qui a permis d'obtenir des stages à des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Et justement, ce programme qui s'étend et qui est partie prenante de PG Gouv, jeunesse, du programme jeunesse du gouvernement ivoirien. Ça s'étend toujours, ce n'est pas encore fini. Pardon? Oui, ça s'étend toujours. Oui. Ce n'est pas encore fini, on le déroule et cette fois-ci, c'est un point très, très, très important parce que ça va permettre à beaucoup de jeunes. Hier, si vous avez vu vraiment les images, les jeunes sont sortis, les étudiants. Et on le voit ici, on le voit ici, on le voit sur le titre de l'Avenir. L'Avenir, ils étaient présents et ça les intéresse parce que ça parle d'employabilité. Et donc, pour les jeunes gens, il s'agira maintenant d'aller sur la plateforme avec l'intelligence artificielle, introduire son CV et voilà, rechercher à se faire insérer ou à être inséré. Donc, ça va résoudre un tant soit peu le problème de l'employabilité des jeunes. Justement, tous les jeunes Ivoiriens qui sont appelés à aller s'inscrire sur les plateformes qui vont leur permettre de bénéficier de ces stages. Et donc, il faut consulter l'Avenir de ce jour pour avoir toutes les informations. Et puis, docteur, Abidjan compte 200 quartiers précaires. C'est ce qu'a dit le ministre Bruno Nabagné-Koné hier. Ah oui, ça, on le sait. On sait déjà que... Mais 200, bon, je dis... Oui, 200, c'est énorme. C'est énorme pour le district d'Abidjan. Déjà, s'il y a eu des opérations de déguerpissement, ça voulait dire qu'il existe réellement des quartiers précaires. Et tous les quartiers précaires ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a certains qui sont sur, j'allais dire, des parcelles difficiles. Il y en a qui sont sur des flancs de collines et tout ça. Etc. Oui. Et donc, bon, aujourd'hui, il faut chercher à redorer le blason de... Bon, si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi. Donc, en essayant tout de même de mener des opérations, mais il faut que ces opérations aient un caractère un peu plus humain, un visage humain. Il y a le programme d'aménagement des quartiers précaires d'Abidjan qui a été lancé depuis quelques années, qui va bénéficier d'un financement de 32 milliards, plus de 32 milliards de francs CFA pour permettre d'installer des infrastructures au moins de base dans ces quartiers-là. Ça veut dire que c'est une préoccupation et que le gouvernement a entendu le cri de cœur de ces populations qui vivent dans ces zones à risque. Oui, justement, et parmi ces zones, ces quartiers,
quartiers précaires. Là, on a les quartiers Gesco, Aklomniabla, les quartiers Bardo de San Pedro, le plus grand bidonville d'Afrique de l'Ouest. Et puis d'autres quartiers encore qui vont bénéficier de ce programme-là. Et le ministre Nabangé, Bruno Nabangé Koné l'a annoncé hier au cours de son déjeuner annuel, où il reçoit la presse. Et puis justement, mais ces quartiers-là, docteur, abritent, puisque c'est le ministre qui l'a dit, plus d'1 900 000 personnes. Vous êtes à 200 quartiers. On voit qu'Abidjan compte 6 millions d'habitants, à peu près. Bon, 1 900 000, c'est près du tiers de la population. Voilà. Abidjanaise. Il y a une crise quand même de logement. De logement. Et que quand les populations viennent un peu... si vous remarquez bien, surtout à Cocody, ceux qui habitent ces quartiers précaires sont pratiquement ceux qui travaillent dans les maisons conçues de la commune de Cocody. Et donc, plus ou moins, il y a une difficulté à aller très loin, habiter. Donc, il y a une sorte de naissance spontanée de ces bidonvilles aux alentours des quartiers UP. Et donc, mais quant à cela, s'étend pratiquement vers Gesco également. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a une crise, il y a un problème de logement. Et donc, les gens s'installent de façon anarchique là pour vivre. D'où la nécessité pour le gouvernement justement de restructurer ces quartiers-là pour permettre à toutes les populations... donc il faut leur donner toutes les commodités du développement pour qu'au moins ils se sentent en vie, d'abord d'une part, et qu'on s'intéresse à eux. C'est des humains, c'est des Ivoiriens. Et justement, c'est ce que le gouvernement a décidé de faire à travers le PACRA, qui va permettre de restructurer ces quartiers-là et de leur offrir des infrastructures de base. Docteur, on sort des quartiers précaires et on va parler d'une opération de déguerpissement qui va s'intéresser aux garages anarchiques qu'on trouve un peu partout dans le district d'Abidjan. Oh oui, ça a commencé déjà par Trècheville. Voilà, et vous savez, à Trècheville, il est quasiment impossible de circuler en voiture dans les rues de Trècheville. Partout, il y a des garages. Je me demande comment les gens arrivent à vivre avec du bruit, des klaxons, etc. Mais vraiment, il faut assainir ce milieu. Il faut que les garages anarchiques puissent, qui jalonnent la ville d'Abidjan puissent un peu... on va les enlever, et leur trouver un site, et chaque automobiliste qui a un problème pourra s'y rendre son mécanicien là où il faut. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité donc, a lancé cette opération et il a sorti un calendrier justement pour les opérations dans les différentes communes du district d'Abidjan. Bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas citer toutes les communes, mais en tout cas, pour ce qui concerne Cocody, c'est du 20 au 26 janvier. Donc, tous les propriétaires de garages anarchiques dans la commune de Cocody, ils sont informés. Je pense que c'est vraiment stratégique, le fait de donner le chronogramme. Parce que j'ai entendu à Trècheville, quelqu'un dit, mais on n'a pas été averti. Cette fois-ci, il y a un chronogramme. Justement, chacun est averti. Bien établi. Bien établi. Et donc, vous prenez vos dispositions. Voilà, parti. Mais c'est vrai que nous autres, ça nous arrangeait de les avoir là. À proximité. À proximité. Bon, maintenant, le désordre urbain aussi ne nous arrange pas. Et donc, on va aller les retrouver là où ils sont. Là où ils sont. Tranquillement. Et donc, pour la période, pour la commune de Cocody, ça sera du 20 au 26 janvier 2025. Donc, ça a déjà démarré depuis hier, normalement. Bingerville, qui va suivre, ça sera du 27 janvier au 2 février 2025. Bon, à Bobo, ça sera à partir de février et toutes les autres communes. Donc, voilà l'opération qui va s'étendre jusqu'au mois d'avril. Ça finira normalement le 6 avril 2025. Et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a appelé donc les propriétaires de tous ces établissements, bon, si on peut les nommer ainsi, de prendre leur disposition. Installer pêle-mêle à travers le district. Bon, c'est typique du comportement des Ivoiriens. Mais en même temps, avis, docteur, à tous ceux qui ont leur véhicule dans ces établissements-là, allez les récupérer avant que vos véhicules ne se retrouvent dans les différentes fourrières. Allez, docteur, on va parler d'une autre opération. Elle ne sera pas de déguerpissement, mais surtout de fermeture d'établissements de loisirs à compter de ce jour. Le ministère du Tourisme avait donné un délai aux établissements de loisirs qui n'étaient pas en règle vis-à-vis du ministère du Tourisme. Et donc, l'opération de fermeture va démarrer aujourd'hui. Et comme toujours, on ne respecte pas les délais. Et comme toujours, on n'aime pas se conformer à la réglementation en vigueur. Comme les garages anarchiques dans le quartier, également, il y a des établissements
qui opèrent au vu aussi de tout le monde. Et même quand ils sont réprimandés et quand ils sont interpellés, ils n'osent pas prendre le temps de se mettre en règle. On ne peut pas fonctionner dans l'anarchie. Je pense que c'est une bonne opération pour qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner dans un pays où il y a des textes et être en marge des textes. Et ces établissements dont on parle, ce sont les maquis, les boîtes de nuit, les restaurants et les hôtels aussi, pour certains qui fonctionnaient dans l'illégalité sans aucun document officiel. Donc le ministère du Tourisme a décidé de taper du poing sur la table. S'ils sont dans l'illégalité, ça veut dire qu'ils ne paient même pas leurs impôts. Parce qu'ils n'ont aucune trace. Allons savoir. Donc il faut vraiment qu'ils se mettent en règle. Il y a des charges. Voilà. Et il y a des normes aussi à respecter. On n'a pas un restaurant et on ne sait pas ce qu'il faut, n'importe quoi. Il y a de l'hygiène, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter pour que vraiment on soit digne. Parce que quand c'est le ministère du Tourisme qui parle, c'est l'image également de la Côte d'Ivoire. Si des touristes arrivent et rentrent dans un établissement où il n'y a aucune norme, il n'y a aucune règle, c'est l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire sublime qui sera écornée. Et justement, ce programme-là qui s'inscrit dans le cadre du programme Côte d'Ivoire Sublime. Et cette loi, le Code du tourisme qui a été adopté en 2014, justement, prévoit que tous les établissements qui ne sont pas en règle puissent être en règle vis-à-vis de la législation ivoirienne. Et bon, pour certains propriétaires de ces établissements-là, ils estiment que voilà, on les étrangle parce qu'il y a trop de taxes à payer. Et certains même évoquent le fait qu'ils n'aient pas reçu la prime de soutien qui avait été donnée pendant la période du Covid. Donc, c'est ça qui aurait impacté leurs activités, docteur. On peut les comprendre. Ils vivent dans le secteur, ils savent les problèmes qu'il y a, mais ils peuvent appeler à la négociation. Ils peuvent créer un cadre de discussion pour essayer d'exposer leurs difficultés. Et ensemble, je pense que s'ils servent la nation ivoirienne, on trouvera des solutions pour eux. Bon, le ministère du Tourisme dit que ce cadre de discussion, il existe. Il a existé, on leur a fait plusieurs facilités, on leur a permis de continuer leurs activités. Normalement, selon le ministère du Tourisme, la mesure de fermeture aurait dû être appliquée au mois de décembre 2024. Mais bon, le ministère a été large, le ministre Sandou Fofana a été large, il leur a permis de fêter. Et donc là, maintenant, il dit on passe à la phase de répression. On passe à la phase de répression maintenant. Fini le dialogue, la répression. Et comme ça, quand on l'aura fermé, ils viendront se mettre en règle et comprendront qu'il est nécessaire pour eux-mêmes, pour leur image, pour ce qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire, d'être reconnus et d'être dans les règles de l'art. Bon, on espère qu'ils vont agir dans les règles de l'art et d'être reconnus au vu aussi de tout le monde. Justement, parce qu'un pays organisé a besoin que tous ces secteurs d'activité soient très bien organisés. C'est ce que a dit le ministre du Tourisme, Sandou Fofana, qui justement est ferme pour cette fois. On va passer à la phase de répression. Bon, là, on ne parlera pas de répression. Pour le dernier sujet, on parlera plutôt d'investiture. Le 47e président des États-Unis a été investi hier et au cours de son investiture, justement, il a dit des messages forts. Oui, le 45e président, qui devient le 47e président, il connaît la Maison-Blanche. Hier, en grande pompe également, il a été investi. Et comme toujours, Donald Trump a fait du Donald Trump. C'est un spécialiste en communication incatatoire. À tout va, il annonce. Et hier, il a signé encore des décrets très importants. L'immigration, les transgenres, etc. Oui, il a dit que les transgenres ne participeront plus aux activités féminines des différents championnats féminins. Bon, on ne sait pas dans quelle catégorie on va pouvoir les classer, mais il a dit... Donc, on verra déjà, il a annoncé les couleurs. Ça, c'est du Trump. Il a annoncé les couleurs. Et également, la question du Panama est encore... il a dit qu'il allait annexer le canal du Panama. Le canal du Panama. Donc, il a signé d'importants décrets déjà. Ça veut dire que l'administration Trump a pris la main. Et vous savez qu'il s'est entouré aussi des hommes de caractère comme lui qui ont la manie de toujours faire des déclarations fracassantes. Elon Musk, par exemple, Et justement, avant son investiture, même, il avait donné le ton avec, par exemple, la trêve à Gaza. Justement, selon les analystes, il a pesé de tout son poids pour que cette trêve-là soit obtenue et que des prisonniers soient libérés. Et il a dit hier, l'âge d'or de l'Amérique, c'est pour maintenant. Oui, c'est pour maintenant, il a dit clairement. Si vous voyez qu'il parle du canal de Panama, pour lui, c'est la Chine qui va annexer, qui gouverne cette partie du canal. Et donc, là, déjà, il a donné le ton.
Donald Trump veut s'imposer en maître absolu. La preuve, il sort déjà de l'accord de Paris sur le climat. Oui, ça, il avait déjà dit, il a commencé oui. déjà. Oui. Voilà, donc ça, c'est du Trump, tout craché. Et justement, il a permis aussi au réseau social TikTok de préserver, de continuer à exercer ses activités. Oui, c'est un spécialiste, lui. Voilà. Vous savez qu'il contourne facilement les médias traditionnels. Oui. C'était X. Voilà, c'est le spécialiste. Il a lui-même son réseau social, Donald Trump, sur lequel il intervient après avoir été boosté hors des réseaux sociaux ordinaires. Et donc, justement, cet âge d'or de l'Amérique dont il parle, Dr Touré, c'est vrai qu'on a eu le premier mandat de Donald Trump qui avait été brocardé dans la presse internationale. Mais est-ce que, pour vous, ça se justifie, docteur ? Mais regardez bien Donald Trump. Au départ, on pensait que c'était un feu de paille. Mais il est réélu face à Kamala Harris. Mais quand vous regardez ses partisans hier, vous comprenez que Donald Trump commence à devenir une figure emblématique de la politique américaine. Donc, c'est-à-dire que Trump, aujourd'hui, c'est le type de leader politique que les Américains souhaitent avoir. Et si déjà il commence à dire qu'il va renvoyer tous les travailleurs illégaux hors des États-Unis, mais il sait par ailleurs que ceux-là sont très importants dans l'économie, comme on appelle dans l'économie américaine. Et Donald Trump a encore l'idée de l'hégémonie totale de la guerre froide à l'époque des choses comme les États-Unis. Et c'est cet élan-là qu'il veut toujours inculquer. Vous voyez que la Chine, déjà, il s'y apprend. Le canal, il veut annexer. Et même une partie du Groenland au Canada. Et donc, il est dans l'impérialisme total des États-Unis. Et justement, c'est sur cette analyse du docteur Touré Hamidou relatif au 47e président des États-Unis qu'on va chuter pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse qu'on a été très heureux de passer en votre compagnie. Docteur Touré Hamidou, analyse du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny au département des sciences de la communication. Les sciences de l'information et de la communication. Les sciences de l'information et de la communication. Bonne formulation. Oui. Allez, bonne journée. Nous, on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.